Bonjour pour tous les élèves de la première année Bac international. Dans cette capsule-là, on va faire bien sûr une révision des chapitres les plus importants du tronc commun, afin bien sûr de bien suivre les cours de la première année Bac. Donc, pour commencer, donc première des choses qu'on va essayer de voir bien sûr, c'est la partie ce qu'on appelle en général les identités remarquables. Mais avant tout, donc cette capsule-là, il y a bien sûr des titres qu'on va voir tout de suite. Il suffit de cliquer ici, les titres de la révision. Voilà. D'abord, il y a ce qu'on appelle les identités remarquables. Ça, c'est le premier lieu. Petit 2, c'est un petit rappel sur les racines carrées et ses propriétés. Petit 3, l'ordre dans R, y compris bien sûr l'encadrement, qui est vraiment très importante. Partie 5, c'est les intervalles, l'écriture des intervalles, soit des intervalles qui sont bornés ou bien non bornés. Sixième point, le signe de binôme, qui est vraiment très important pour la résolution des inéquations. Et le signe, bien sûr, on verra ça, les dérivés, etc. Après, les polynômes. Donc là, les polynômes, il y a une partie qui est vraiment très très importante. On utilise beaucoup d'ailleurs pour calculer des limites, pour calculer l'étude de signe de la dérivée, etc. Ce qu'on appelle en général la division euclidienne. Après, on va entamer bien sûr ce qu'on appelle les trinômes. Mais là, bien sûr, surtout, on va bien sûr entamer les trinômes de second degré, c'est-à-dire la résolution des équations de second degré, les inéquations de second degré, le signe de trinôme qui est de la forme bien sûr ax carré plus bx plus c, on verra ça après. Après, petit 9, bon, c'est un plus, mais c'est vraiment très très important ce qu'on appelle les équations et les inéquations irrationnelles. Dire des équations et des équations et des inéquations irrationnelles, c'est-à-dire des équations et des inéquations où il y a des racines carrées. Alors là, c'est une partie qui est plus ou moins bon, difficile. On va essayer de voir ça en détail. Donc, on va commencer d'abord par les identités remarquables. Il suffit bien sûr de cliquer sur les identités remarquables. Voilà. Voilà. Donc, on va faire un petit rappel quand même. La première identité que vous connaissez déjà de la 9e année, qui est très connue d'ailleurs, c'est l'identité numéro 1, c'est a plus b le tout au carré. C'est une identité qui est simple. C'est a carré plus 2ab plus b carré. Le passage, bien sûr, de celle-là à l'autre, c'est simple. Voilà. A moins b le tout au carré. Il suffit de remplacer le plus par le moins et ça marche à merveille. La troisième, c'est a moins b facteur de a plus b, est très importante. D'ailleurs, a moins b, on l'appelle en général, c'est le conjugué de a plus b. Inversement aussi, a plus b, c'est le conjugué de a moins b. Et lorsqu'on fait bien sûr a moins b facteur de a plus b, on obtient normalement a carré moins b carré. Il y a l'identité remarquable de troisième degré. C'est a plus b à la puissance 3, c'est a à la puissance 3 plus 3 a carré b plus 3 ab carré plus b à la puissance 3. Alors là, il faut faire une remarque qui est vraiment très importante, c'est que les puissances de a sont vraiment décroissants. On a ici a à la puissance 3 a carré a, il n'y a plus de a. Les b, c'est d'une façon inverse. Il n'y a pas de b, b à la puissance 1, b carré, b à la puissance 3. Et on verra après, bien sûr, comment retrouver les coefficients. C'est simple. Après, il y a a moins b à la puissance 3. Donc, normalement, il suffit de remplacer le b par moins le b. Lorsque l'exposant de b est impair, on a le moins. Lorsqu'il est pair comme celui-là, c'est un plus. Et là, il est impair, donc c'est un moins. Après, il y a a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 est vraiment très importante aussi. C'est une factorisation qui est simple, il faut la prendre. A moins b facteur a carré plus ab plus b carré. Le passage de là à là, c'est exactement le même astuce. Il suffit de remplacer le b par moins b. Alors ça devient ici plus, là ça devient moins, et là b carré. Et là, bien sûr, c'est la formule générale de la factorisation de a à la puissance n moins b à la puissance n, qui est égal finalement, c'est a moins b, facteur de a à la puissance n moins 1. Alors on va faire la remarque comme tout à l'heure. Les puissances de a d'une façon décroissante, ils s'écrivent d'une façon décroissante. Alors celle de b, d'une façon bien sûr qui est croissante. Il n'y a pas de b, il y a b à la puissance 1, b à la puissance 2, et ainsi de suite jusqu'à b à la puissance n-1. Alors que celle de a, il s'écrit d'une façon décroissante à la puissance n-1, à la puissance n-2, à la puissance n-3, b à la puissance, après des points ici bien sûr, a carré, a, il n'y a pas de a. Bien.
Alors, on va passer maintenant à une chose qui est vraiment, bon, c'est un peu en avance même, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle en général le tableau de triangle de Pascal. C'est un tableau normalement qui est, bon, qu'on va former à partir de ce tableau-là, ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, il joue un rôle vraiment très très important pour la détermination, bien sûr, des coefficients d'une identité remarquable. Alors le rang 0, c'est-à-dire pour n égale 0, donc tout nombre à la puissance 0, c'est 1. Le rang 1, c'est-à-dire il nous donne exactement a plus b à la puissance 1. Normalement, a plus b à la puissance 1 n'est autre que a à la puissance 1 plus b à la puissance 1. Donc les coefficients, normalement, c'est 1, 1. Voilà. Le rang 2, c'est les identités remarquables au carré. Alors là, vous remarquez très très bien, il y a 1, 2, 1, 1, 2, 1. Si je reviens à a plus b le tout au carré, je trouve a carré plus 2ab plus b carré. Le coefficient de a carré, c'est exactement 1. Le coefficient de ab, c'est exactement 2. Le coefficient de b carré, c'est 1. C'est exactement ces coefficients-là qu'on a ici. Exactement la même chose. Alors là, j'ai donné pour le 3. Et vous voyez en face ici en rouge, c'est écrit, c'est clair. Là, comment, bien sûr, on constitue ce triangle de Pascal, il y a une règle en général. Il y a un élément, après 2 éléments, après 3 éléments, après 4 éléments, et ainsi de suite. Donc, on commence toujours par un 1 et on termine toujours par un 1. Donc, le rang 0 dit il y a un seul élément, c'est le 1. Là, il y a 2 éléments, je commence par un 1, je termine par 1, donc ça fait un 1. Là, je commence par un 1 et je termine par 1. Alors, pour retrouver celui de milieu, c'est simple. Il suffit d'ajouter 1 plus 1, ça fait 2. Voilà. D'où l'identité. Voilà les coefficients de l'identité. Si je passe maintenant au rang 3, c'est exactement le même principe. Je commence par 1, je termine par 1. Alors attention, il y a un élément, 2 éléments, 3 éléments. Maintenant, c'est 4 éléments. Le premier, c'est 1, le dernier, c'est un 1. Pour retrouver les autres, c'est simple. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Et c'est terminé. Donc, les coefficients, bien sûr, de l'identité, c'est 1, 3, 3, 1. D'ailleurs, ils sont écrits en rouge, 1, 3, 3, 1. Et on retrouve exactement, vous voyez, c'est exactement la même chose. Et ainsi de suite. Si je veux écrire a plus b à la puissance 4, donc, la règle qui est vraiment très importante, les puissances de a s'écrivent d'une façon décroissante, celles de b d'une façon croissante. C'est tout à fait l'inverse. Alors, comme vous remarquez ici, on a a à la puissance 3, a carré, a, il n'y a pas de a. Les b, il n'y a pas de b. C'est comme on a ici b à la puissance 0, si vous voulez, c'est 1. Après, c'est b à la puissance 1, après b à carré, et bien sûr, b à la puissance 3, c'est le maximum. Pour, par exemple, a plus b à la puissance 4, on aura a à la puissance 4, a à la puissance 3, b, a à la puissance 2, b carré, a la puissance b à la puissance 3, pardon, et finalement b à la puissance 4. Donc, pour retrouver les coefficients, il suffit de revenir le rang 4. Et j'aurai finalement a à la puissance 4, 4a à la puissance 3b, 6 a au carré b à la puissance 2, 4a b à la puissance 3, et finalement b à la puissance 4. Et voilà. Et comme ça, on construit, si vous voulez, n'importe, bien sûr, quelle identité remarquable, quelle que soit, bien sûr, sa puissance. Donc, on peut continuer, bien sûr. Attention, je me suis arrêté seulement au rang 6, mais on peut continuer au rang 7, en 8, etc. Bon, maintenant, il y a une autre représentation qui est aussi géniale, qui est très très bien aussi. Alors ici, il n'y a rien que des 1. Ici aussi, rien que des 1. Et après, bon, c'est simple. Alors, comment ça, la disposition, elle est vraiment simple. C'est presque la même chose. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait... 1 plus 2, pardon, ça fait 3. Et ainsi de suite. Donc, 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. 5 plus 1, ça fait 6. 6 plus 1, ça fait 7. Alors, je recommence. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. 5 plus 1, ça fait 6. 6 plus 1, ça fait 7. Et c'est la même chose. Donc, 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. 10 plus 5, ça fait 15. 15 plus 6, ça fait 21. 21 plus ça, ça fait 28. Bon, maintenant pour retrouver bien sûr les identités remarquables, les coefficients, les voilà. Donc ça c'est le rond 2. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1.
1, 4, 6, 4, 1, comme tout à l'heure, comme vous voyez. Après, il y a normalement, c'est pas écrit, mais on peut l'écrire quand même. Ici, il y a 1, 5, 10, 10, 5, 1. On retrouve la même chose ici, et ainsi de suite. Et voilà comment on retrouve bien sûr facilement des identités remarquables, quel que soit bien sûr le rang de l'identité, ou bien la puissance de l'identité. Bien. Alors, je retourne bien sûr à la liste maintenant, ou bien je continue, c'est la même chose. Donc, je continue. La racine carrée, alors là, c'est une simple définition. Étant donné un nombre réel A positif, la racine carrée de A, notez racine de A, c'est le symbole, bien sûr, et le nombre positif, bien sûr, dont le carré vaut exactement A, c'est-à-dire la racine de A, le taux carré, c'est A, c'est très connu. Attention, bien sûr, on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas, généralement, on écrit seulement les racines carrées d'un nombre qui sont positifs. Alors, il faut se méfier, la racine de A carré n'est autre que la valence de A. C'est A si A est positif, c'est moins A si A est négatif. Et on retrouve ici bien sûr des propriétés qui sont très très connues. Ça pose aucun problème concernant bien sûr ces propriétés-là. La résolution de l'équation x carré est égale à A. Donc cette équation-là, généralement, elle a une solution si A est positif. Et les deux solutions, c'est exactement racine de A et moins racine de A. Attention, si A est négatif, l'équation n'a pas de solution. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, on a déjà dit que A elle est positive, bien sûr, au début. Donc, c'est pas grave. Donc, la racine de C carré n'est autre que la racine de C. Donc, normalement, c'est C si C est positif, bien sûr. Le conjugué de la racine carrée de A moins racine carrée de B n'est autre que la racine de A plus la racine de B. Et inversement. Et inversement, je viens de l'écrire. Et lorsque je fais ce produit-là, c'est exactement A moins B. C'est vraiment très, très, très important. Et ça joue vraiment un rôle vraiment très important pour les calculs, surtout des limites. Bien. Passons maintenant à l'ordre dans R. Bon, c'est trop rapide ce rappel-là. Il n'est pas compliqué normalement. A inférieur ou égal à B signifie que tout simplement que A moins B est négatif. Donc, alors là, si on a une inégalité, si je multiplie les deux membres par un nombre positif, le sens de l'égalité ne change pas. Si je multiplie par un nombre qui est négatif, le sens de l'égalité change. Si A est plus petit que B, C plus petit que D, donc alors forcément A plus C est plus petit que B plus D. Attention, ça ne marche pas pour la différence. Ça ne marche pas pour la différence. C'est faux, bien sûr. Pour le produit, toujours il faut se méfier. Si les nombres sont positifs, donc on peut passer directement au produit. Sinon, il y a des cas à faire bien sûr pour bien sûr calculer. S'ils sont négatifs, ça pose pas de problème aussi. Mais si l'un est positif, l'autre est négatif, alors là, on va faire ce qu'on appelle généralement, c'est la disjonction des cas. Bien. Maintenant, l'encadrement de x carré qui joue un rôle très important pour les exercices. Donc, normalement, si x est comprise entre a et b, et tous ces nombres-là sont positifs, donc l'encadrement de x carré se fait d'une façon automatique. Donc x carré est comprise entre carré et b carré. Attention, si les nombres sont négatifs, le sens de l'égalité change. Donc j'aurai b carré plus petit ou égal à x carré plus petit a carré. Attention, si les nombres sont négatifs. Bon, si x est compris entre deux nombres, l'un positif, l'autre est négatif, par exemple a négatif, b positif, alors là, bien sûr, le carré, il est toujours positif, c'est normal, parce que le carré est toujours positif, c'est tout à fait normal, mais il est toujours inférieur ou égal au sub a carré, b carré. Qu'est-ce que ça veut dire, le sub de a carré, b carré? Ça veut dire le plus grand des deux nombres. Je calcule le carré de a, le carré de b, le plus grand, se compose ici directement, bien sûr. J'ai donné un exemple qui est simple. X est comprise entre moins 3 et 4. Alors forcément, j'aurai x carré, elle est comprise forcément 0, à gauche toujours, pardon. Et le sup, donc moins 3 au carré ça fait 9, mais 4 au carré ça fait 16. Donc le sup vraiment c'est exactement 16. Bien. Maintenant, on va passer à la valeur absolue. Donc, la valeur absolue, c'est d'un nombre, c'est toujours x entre deux barres. C'est la notation. Normalement, c'est une distance, mais ce n'est pas la peine d'entrer dans ce détail-là. C'est inutile. Donc, la valeur absolue, c'est toujours un nombre qui est strictement positif, qui est toujours positif, pardon. La valeur de x égale x et x est positive. La valeur de x égale à moins x et x est négative. C'est normal parce que si x est négatif, forcément moins x sera bien sûr positive. Bon, la valeur de moins 5, c'est exactement le 5 parce que moins 5 c'est 5. La valeur absolue de 3, c'est exactement 3. Il y a une autre définition de la valeur absolue.
la valeur de x n'est autre que le sup de x moins x. Bon, par exemple, la valeur de moins 5, c'est le sup de 5 et moins 5, qui est le plus grand, c'est 5. Voilà. Alors, si a de x est positif, la valeur de a de x égale à a de x, c'est a négatif, bien sûr, c'est normal. La valeur de a de x est égale à moins a de x. Alors, concernant les propriétés, donc ça pose aucun problème. Là, c'est une propriété qui est très importante. La valeur de x moins y n'est autre que la valeur de y moins x. Pourquoi? Parce que ces deux nombres-là, ils sont opposés. Deux nombres opposés ont la même valeur absolue. Attention, la valeur de x plus y n'est jamais égale à la valeur de x plus valeur de y. Mais attention, c'est pas jamais, mais en général. Il y a égalité seulement dans un seul cas, c'est le cas où, bien sûr, les deux nombres ont le même signe, soit les deux positifs ou bien les deux négatifs. Bien. Alors que la valeur de x plus y est toujours inférieure ou égale à la somme des deux valeurs absolues, c'est ce qu'on appelle une égalité triangulaire. Bon, c'est simple. Là et là, c'est presque la même chose. On a seulement remplacé le y par moins y. Donc, bien sûr, l'écriture ne change pas. Bien. Alors là, j'ai donné un petit exercice d'application qu'on va corriger après, Inch'Allah. Après, ce sont des équations avec des valeurs absolues qu'on va discuter vers la fin du chapitre, bien sûr. Alors, maintenant, passons aux intervalles. Alors, les intervalles, il y a deux sortes d'intervalles. Qu'est-ce qu'on appelle normalement les intervalles bornés? Les autres, ils ne sont pas bornés. Donc, si je prends les intervalles qui sont bornés, alors vous allez voir celui-là, il est borné. De même, celui-là, il est borné aussi. Voilà. Ça aussi, c'est borné. Ça aussi, c'est borné. Alors là, les quatre derniers, ce sont des intervalles qui ne sont pas bornés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas bornés? C'est-à-dire, il y a plus infini ou bien moins infini, ou bien les deux. Alors, les intervalles bornés, il y a exactement des intervalles qui sont fermés, ce qu'on appelle en général un segment, comme le premier. Celui-là, il est ouvert, c'est-à-dire que les extrémités A et B n'appartiennent pas, bien sûr, à l'intervalle. Celui-là, c'est semi-ouvert à gauche, c'est-à-dire que le A n'appartient pas, mais le B appartient. Et là, bien sûr, c'est l'inverse. A, il appartient, le B n'appartient pas. Et voilà, bien sûr, l'écriture, si vous voulez, d'encadrement. Et là, c'est la représentation, bien sûr, graphique, si vous voulez, ou bien sur une droite qui est graduée, bien sûr, qui explique exactement l'intervalle qui est en rouge, bien sûr. Bon, alors, concernant le vocabulaire, bien sûr, tous ces intervalles-là qui sont bornés, ce sont des intervalles d'extrémité. Il y a des extrémités, bien sûr, ou bornes. On les appelle extrémités ou bien bornes. Pour cette raison-là, on dit que les intervalles sont bornés. Bien. Ces intervalles-là, ils ont un centre. Alors, leur centre, c'est le nombre A plus B sur 2, tout simplement. Ils ont une longueur, ou bien ce qu'on appelle en général amplitude, c'est toujours B moins A. Ils ont un rayon, c'est toujours B moins A sur 2. Donc finalement, ces quatre intervalles, ils ont exactement le même sens, c'est A plus B sur 2. Les quatre, ils ont le même rayon, c'est B moins A sur 2. Et ils ont bien sûr le même amplitude, ou bien la longueur, c'est exactement, bien sûr, B moins A. Alors, il y a des propriétés concernant bien sûr ces intervalles-là, ou bien ce qu'on appelle en général des opérations. Parmi ces opérations-là, il y a ce qu'on appelle en général l'intersection, il y a la réunion, etc. Alors là, j'ai donné quelques exemples, mais avant, bien sûr, j'ai fait une petite remarque qui est très importante, c'est que moins l'infini et plus l'infini ne sont pas des nombres, attention, ils ne sont pas des nombres, ce sont des symboles qui caractérisent le moins l'infini, il caractérise le plus petit élément dans R, alors que plus infini, il caractérise exactement le plus grand élément dans R. Bon, à titre d'exemple, l'ensemble R, c'est un ensemble, bien sûr, qui est un intervalle qui est ouvert. C'est exactement moins l'infini, plus l'infini. Voilà, tout simplement. Alors, l'intersection de deux intervalles les entre, bien sûr, que l'ensemble des éléments qui appartiennent en même temps aux deux intervalles. La réunion, c'est je réunis tous les éléments qui appartiennent au premier et au second. Et j'ai donné, bien sûr, des exemples pour l'intersection. Pour trouver une bonne intersection, normalement, il faut faire toujours une bonne illustration, si vous voulez, sur la droite numérique. Par exemple, j'ai 2, 5 en rouge, 4, 6,
c'est exactement, bien sûr, le second intervalle, l'intersection où il y a les deux couleurs, tout simplement. C'est la méthode la plus facile en utilisant les couleurs. Donc, l'intersection, c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. C'est l'intersection entre ces deux intervalles-là. Alors, concernant l'intervalle 2,5 union 4,6, donc je considère tous les éléments qui appartiennent au premier et qui appartiennent aussi au second. Donc de 2 à 5, voilà, tous ces éléments-là. Et de 4 à 6, donc si je réunis tout ça, j'obtiens l'intervalle de 2 à 6. Attention, il y a des éléments qui sont en commun, d'autres qui ne sont pas en commun, mais on réunit normalement tous ces intervalles-là. J'ai donné un autre exemple, bien sûr, moins l'infini de inter moins 1 plus infini. Alors, moins l'infini de inter moins 1 plus infini. Donc, les deux couleurs, c'est exactement l'intervalle fermé, moins 1, 2. Moins l'infini de union moins 1 plus infini. Alors, moins l'infini jusqu'à 2 union moins 1 plus infini. C'est tout à fait normal, c'est tout l'ensemble R en entier. Bien. Il se peut qu'une intersection soit vide, c'est le cas de l'intervalle 2, 4 et 7, 9. Il n'y a aucun élément en commun. Pour cette raison-là, on dit que leur intersection, c'est exactement l'ensemble vide. Bien. Alors là, je vais parler bien sûr que de deux inégalités qui sont vraiment très importantes aussi. La première, valence de x moins a inférieur ou égal à r, est équivalent tout simplement que x appartient à l'intervalle a moins r, a plus r. Donc, c'est-à-dire, on a cette écriture, elle a été transformée à un encadrement, ou bien un intervalle, si vous voulez, un intervalle qui est borné. Cet intervalle-là, il a un centre, c'est exactement, bien sûr, le A, et le rayon, c'est R. Alors, pour connaître ça, c'est facile, il suffit de faire la somme de ces deux-là, et on divise par 2, j'aurai le centre. Si j'additionne celui-là à celui-là, les moins 1 plus A, ils s'en vont, ça fait 2A sur A, ça fait exactement A, donc c'est le centre, c'est A. Le rayon, c'est quoi? C'est A plus R moins celui-là sur 2. Donc les A, ils s'en vont. J'aurai R moins R, moins R, pardon, ça fait 2R sur 2, ça fait exactement R. C'est exactement le rayon de l'intervalle. Donc, tout écrit sur la forme valence de x moins A inférieur à R, ça veut dire que x appartient à un intervalle de centre A et de rayon R. Alors là, c'est exactement l'inverse, si vous voulez. Donc, valence de x moins A strictement plus grand que R, pardon. Ça veut dire que ces éléments-là, les x, n'appartiennent pas à cet intervalle-là. Donc, ils appartiennent au complémentaire. Dire le complémentaire, c'est-à-dire la partie externe à moins R, à plus R, à savoir moins l'infini à moins R et A plus R plus l'infini. Alors là, bien sûr, on va donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est la résolution d'une équation de la forme valence de x plus 7 inférieur à 3. Alors là, il suffit bien sûr d'appliquer à la lettre la méthode. Donc, il y a une méthode qui est vraiment trop longue, il est un peu moche, franchement. Donc, on fait ce qu'on appelle en général la disjonction des cas, c'est-à-dire le cas où x plus 7 est plus grand que 0, et le cas où x plus 7 est inférieur à 0. Donc, si x plus 7 est supérieur à 0, donc la valence de x plus 7, ça devient tout simplement x plus 7, plus petit que 3, donc j'aurai finalement x inférieur à moins 4. D'accord. C'est-à-dire que l'ensemble de solutions n'est autre que moins l'infini jusqu'à moins 4. Deuxième cas, si x plus 7 est inférieur à 0, donc la valence de x plus 7, ça devient moins x moins 7 inférieur à 3. C'est-à-dire moins x plus petit que 10, ça veut dire que x est supérieur ou égal à moins 10. Donc l'ensemble de solutions, la deuxième ensemble de solutions, c'est moins 10 plus infini. Par conséquent, l'ensemble de solutions de l'équation n'est autre que l'intersection des deux, c'est-à-dire c'est moins 10 moins 4. Mais il y a une autre méthode beaucoup plus élégante, beaucoup plus facile, pardon. Je m'excuse. Donc c'est pas grave. Donc une deuxième méthode, il suffit de faire un encadrement. C'est pas méchant. Je continue. Maintenant, on va passer bien sûr à la partie le signe de binôme. Alors, le binôme de premier degré, c'est-à-dire ax plus b, il est associé à la fonction affine ax plus b. Bien. Bon, pour le tableau de signes, c'est pas méchant. Je pense que vous la connaissez très très bien. Vous connaissez très bien ça. Donc, c'est simple. Donc, on a ici le tableau, le cas où a est positif.
et le cas où A est négatif. Donc AX plus B s'annule pour la valeur moins B sur A. À droite, c'est le signe de A, puisque A est positif, donc c'est plus. À gauche, c'est moins. Et en général, on dit que le signe de AX plus B s'annule pour la valeur moins B sur A. À droite, c'est toujours le signe de A. Et à gauche, c'est toujours le signe de moins A. Bien. C'est l'opposé de l'autre, bien sûr, tout simplement. J'ai donné un exemple, 7x plus 21. Cette équation-là, il a bien une seule solution, c'est-à-dire moins 21 sur 7, c'est moins 3. Donc à droite, c'est le signe de A, mais le A, il est comment? Il est positif, donc là, il est plus. Et là, j'aurai bien sûr un signe moins. Alors que celle-ci, moins 5x plus 11, comme équation, il admet une solution, à savoir 11 sur 5. Alors, à droite de la solution, c'est le signe de A. Et A, dans ce cas-là, il est négatif, donc finalement, c'est le moins. Et de l'autre côté, c'est le signe opposé, c'est-à-dire le plus. Bien. Maintenant, on va passer au polynôme. C'est quoi un polynôme? C'est une expression mathématique qui s'écrit sous la forme A0 plus A1x plus A2x carré, etc. jusqu'à n, x à la puissance n. Les termes A0, A1, A2, ce qu'on appelle en général les AI, sont des nombres réels, tout simplement. Et si AN est différent de 0, donc le terme plus haut degré dans ce cas-là, c'est AN x à la puissance n. L'entier n, bien sûr, est appelé le degré du polynôme. Voilà. Bon, c'est pas compliqué normalement. Il y a des polynômes particuliers. Si tous les coefficients sont nuls, j'aurai p de x égale 0, ce qu'on appelle en général le polynôme nul. Mais c'est pas intéressant. Bon, passons maintenant à l'écriture générale. C'est l'utilisation en général de la division euclidienne. Si p de x est un polynôme de degré n, alors pour tout réel alpha, c'est très important, p de x, c'est toujours de la forme x moins alpha fois q de x plus p d'alpha. Attention, on n'a pas fait une démonstration parce que vous avez déjà fait ça en classe. Donc, tout polynôme, si je le divise par x moins alpha, j'obtiens un quotient, normalement ce qu'on appelle q de x, et un reste qui est p de alpha. P de alpha, c'est tout simplement l'image de alpha qu'on a en rouge. Q de x est un polynôme de degré n-1, c'est tout à fait normal. Donc, si le polynôme est de degré 4, donc j'aurai le Q de x, c'est un polynôme de degré 3. S'il est de degré 2, donc le Q de x est de degré 1, toujours un degré de moins. Bien. Q de x est appelé bien sûr le quotient, alors que P de alpha, c'est le reste de la division euclidienne de P de x par x moins alpha. Bon, avant de passer bien sûr à la méthode de la division euclidienne, ça n'empêche bien sûr de donner une définition qui est simple. Si P de alpha est égal à 0, c'est-à-dire si le polynôme s'annule pour la valeur alpha, on dit que alpha est une racine ou bien un zéro du polynôme. Et si, bien sûr, P de alpha égale 0, si je reviens en haut, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ça égal à 0. Donc, c'est-à-dire que P de x, elle est factorisable par x moins alpha. Et dans ce cas-là, on dit bien sûr que le polynôme P de x est divisible par x moins alpha, puisqu'il n'y a plus de reste. Le reste, c'est P de alpha, à savoir, dans ce cas-là, c'est 0. Bien. Alors voilà, maintenant j'ai donné un exemple simple de la division euclidienne. On a divisé le polynôme de x à la puissance 3 plus 3x carré moins 4x plus 2 par x moins 2. Alors là, il y a la méthode classique, simple. J'écris bien sûr le polynôme. Écris attention de degré, les termes bien sûr, ou bien les monômes sont degré décroissant, de plus grand au plus petit. Après, j'écris là par quoi on va diviser par x moins 2. 2x à la puissance 3, celui-là, divisé par x, voilà. 2x à la puissance 3 divisé par x, c'est exactement 2x carré. Voilà, je trouve 2x carré. Ça, c'est le résultat. Après, j'effectue les calculs. 2x carré fois x, ça fait exactement 2x à la puissance 3. J'écris 2x à la puissance 3. Après, 2x carré fois moins 2, ça fait moins 4x carré, je l'écris. Après, je vais faire la soustraction. Ça moins ça, ils s'en vont. 3x carré moins 4x carré, ça fait exactement 7x carré, moins 4x plus 2. On va faire de la même chose, toujours, 7x carré divisé par x, ça fait 7x. Je développe, ça fait 7x carré, la voilà. Ça fait moins 14x, la voilà. Je fais la différence, bien sûr, j'aurai ici 0. Moins 4x plus 14, ça fait 10x plus 2. Après, la même chose, 10x divisé par x, ça fait exactement 10. Ça fait 10x, ça fait 10x.
10 fois 2, ça fait moins 20. Je soustrais ça, je fais la différence entre ces deux-là, et j'aurai finalement 22. Alors là, celui-là, 22, ce qu'on appelle en général, c'est le reste. Ça, c'est le reste. Voilà. Bien. Il y a une deuxième méthode, bon, que j'apprécie beaucoup moi. C'est ce qu'on appelle en général le schéma de Horner, ou bien la méthode de Horner. C'est un allemand. C'est une méthode vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Elle est simple, vous allez voir. C'est vraiment trop facile à retenir et aucune difficulté. Il y a beaucoup moins de calculs que la division euclidienne classique. Bon, je fais un tableau d'abord. La première des choses, on fait un tableau de ce genre-là. Bien. Après, j'écris tout ça, les coefficients du polynôme. Rien que les coefficients qui sont en rouge. Exprès, j'ai écrit ça en rouge. Voilà. On va le diviser par x moins 2. J'écris le 2. Attention, si on divise par x plus 2, je dois écrire moins 2. Alors, j'écris le 2 ici. Bien. Alors, il faut bien être très attentif, il faut bien suivre la méthode. Elle est simple. Celui-là, ce pivot-là, c'est 2. Je l'écris, je le prends et je le mets là, tout simplement. Je le transporte là. Voilà, celui-là est transporté là. Point. Après, 2 multiplié par 2, ça fait 4. Je l'écris ici. Après, 3 plus 4, ça fait 7. Je l'écris ici. Après, 2 fois 7, ça fait 14. Je l'écris là. Moins 4 plus 14, ça fait exactement 10. Je l'écris ici. Après, 2 multiplié par 10, ça fait exactement 20. Après, je fais l'addition. 2 plus 20, ça fait 22. Alors là, c'est le reste. C'est exactement le reste qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, vous allez me dire, où est Q de x? Où est ce quotient-là? Alors, attention, on a divisé un polynôme de troisième degré. Normalement, Q de x sera un polynôme de second degré. Bien. Donc, un polynôme de second degré, c'est qui est toujours de la forme ax carré plus bx plus c. Alors, nous, on a besoin de a et b et c. Et voilà. Voilà le 2, c'est le A. Ça, c'est le B, c'est le C. Et c'est exactement le même résultat là. C'est vraiment génial comme méthode, ce qu'on appelle la méthode Horner ou bien le schéma de Horner. Donc, il faut la refaire. Il faut essayer de la refaire 2 ou 3 fois et ça marche à merveille. Bien. Bien sûr, cette méthode-là, elle est beaucoup plus facile. La division euclidienne parfois devient un peu compliquée si je divise par exemple par x moins 2 racine de 2, etc. J'aurai beaucoup de calculs à faire, alors que Horner, vraiment, il n'y a rien de calcul. C'est vraiment rapide, simple et normalement, moi, je l'apprécie beaucoup comme méthode. Bien. Alors, je continue. Maintenant, on va parler bien sûr de trinôme de second degré, c'est ax carré plus bx plus c, donc c'est la résolution des équations, des inéquations, le signe, si vous voulez même la factorisation, etc. Alors, ce trinôme de second degré, il est de la forme ax carré plus bx plus c, il a une forme très connue, ce qu'on appelle en général une forme canonique, mais entre nous, ça ne sert pas à grand-chose. L'utilisation de la forme canonique n'est autre, si vous voulez, un début pour la démonstration de l'existence ou bien de la non-existence des solutions de l'équation. C'est pas génial, franchement. Bien voilà, donc un petit rappel rapide. Ax carré plus bx plus c, c'est a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré, 4a pardon. Alors, il ne faut pas oublier que delta, c'est le discriminant, bien sûr, du trinôme. D'ailleurs, ce qu'on utilise sur les équations. Donc, normalement, pour résoudre une équation de second degré, ou bien factoriser un trinôme de second degré, ou bien la résolution d'une inéquation de second degré, ou bien l'étude de signes de trinôme de second degré, ou bien la factorisation, normalement, on passe toujours par ce qu'on appelle le discriminant, c'est-à-dire delta. C'est ce qu'en général, c'est b carré moins 4ac. Donc, si b carré moins 4ac est négatif, alors dans ce cas-là, on dit que l'équation n'a pas de solution. Alors que le polynôme, elle n'est pas factorisable, je l'ai oublié de l'écrire, mais elle n'est pas factorisable, bien sûr, puisqu'il n'admet pas de solution. Mais la chose qui est très importante, c'est le signe du trinôme, c'est exactement le signe de A.
c'est-à-dire si A est positif, donc f de x sera positif. Si A est négatif, donc j'aurai f de x est strictement négatif, bien sûr. Si delta égale à 0, l'équation admet une seule solution, à savoir moins b sur 2a. Bon, le trinôme de second degré, il est factorisable, et c'est toujours la forme a facteur de x moins alpha au carré. Le signe, ça se voit, ça tombe aux yeux. Le signe, c'est toujours le signe de A, c'est normal, parce que là, c'est un carré, et le carré est toujours positif. Donc, le signe de f est exactement le signe de A, voilà. Mais attention, il ne faut pas oublier sur le tableau, il faut mentionner qu'il s'annule pour la valeur, alpha, mais malgré tout ça, il ne change pas de signe ni à droite ni à gauche. Par contre, si delta est positif, l'équation admet exactement deux solutions, alpha et bêta. The first one, moins b moins racine delta sur 2a. La seconde, c'est moins b plus la racine delta sur 2a. Bien. Le polynôme, ou bien le trinôme de second degré, il est factorisable. C'est toujours a facteur de x moins alpha facteur de x moins bêta. Alpha et bêta, bien sûr, sont les deux solutions. Alors, concernant, bien sûr, le signe, en supposant que alpha est plus petit que bêta, j'aurai entre les deux solutions, c'est toujours le signe contraire de A, alors qu'à l'extérieur, c'est toujours le signe de A. Dans le cas où les deux, ou bien dans le cas où l'équation admet exactement deux solutions qui sont alpha et bêta, ces deux solutions, si je les additionne, j'aurai alpha plus bêta, c'est la somme, c'est moins b sur A, alors que leur produit, facile à démontrer, on trouve bien sûr C sur A, et cette somme-là et ce produit-là, ils jouent un rôle vraiment très important, et on verra ça après. Bien. Maintenant, on va passer directement au système somme produit, donc c'est-à-dire c'est la recherche de deux éléments, sachant que leur somme est S et leur produit c'est P. Alors, ces deux solutions, ces deux, si vous voulez, X et Y, dans ce cas-là, les solutions cherchées, ce sont bien sûr les solutions d'une équation de second degré, à savoir x carré moins sx plus p. S, c'est la somme, p, c'est le produit. Voilà. Donc là, j'ai donné un exemple de résolution d'une équation de second degré. Donc, il est simple, normalement, pour résoudre une équation, il faut chercher le signe. Donc, il faut faire le tableau de signes. Mais avant de trouver le tableau de signes, il faut chercher d'abord le discriminant. Le discriminant va déterminer est-ce qu'il y a une seule solution, bien deux solutions, bien il n'y a pas de solution. Mais à partir de là, je peux facilement connaître le signe. Bien. Ce qu'on a fait, on a cherché delta, on a trouvé 49, donc il est positif, donc il y a deux solutions. Les deux solutions, c'est 3 et moins 1,5. Je fais le tableau, moins 1,5 c'est le plus petit normalement, 3 c'est le plus grand. Et voilà, donc j'utilise directement, bien sûr, la règle générale. Entre les deux solutions, c'est le signe contraire de A. Attention, le A c'est 2, c'est positif, donc c'est moins, et là c'est plus plus. Puisqu'on a besoin qu'il soit supérieur ou égal à 0, donc on va prendre seulement la partie où il est positif, c'est-à-dire moins l'infini, moins 1,5, union 3 plus infini. Alors il faut faire attention. Alors c'est supérieur ou égal, donc il faut introduire les solutions. Le 1, moins 1,5 et 3 c'est fermé. Si par hasard on avait ici strictement supérieur à 0, donc on va faire ici des intervalles ouverts en moins 1,5 et 3. Voilà concernant bien sûr le trinôme de second degré et la résolution de l'équation de second degré, la résolution de l'équation de second degré. Maintenant, on va passer aux équations, inéquations irrationnelles. Normalement, c'est un plus. C'est un plus. Ça ne se figure pas bien sûr dans le programme du tronc commun, mais c'est un ajout qui est vraiment très important pour la première année bac, soit première année bac sciences X ou bien première année bac sciences maths. C'est la même chose. Donc, on a commencé d'abord par une équation qui est simple. C'est la valeur de a de x égale la valeur de b de x. On sait que deux nombres ont la même valeur absolue si et seulement si ils sont égaux ou bien ils sont opposés. Voilà. Donc, valeur de a de x égale valeur de b de x signifie tout simplement qu'a de x égale à b de x ou bien a de x égale à moins b de x. Et comme ça, j'aurai seulement deux équations simples à résoudre. Et l'ensemble de solutions de l'équation en général n'est autre bien sûr que la réunion des deux ensembles de solutions, de la première et de la seconde. C'est-à-dire, on va prendre celle-là, une équation. La seconde équation, c'est a de x égale moins b de x. Celle-là, il a un ensemble de solutions S1. Celle-là, un autre ensemble de solutions, c'est S2. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation, c'est exactement S1 union S2.
Bien, maintenant passons à la deuxième, la valeur de a de x égale b de x. Alors là, c'est simple, on sait très bien qu'une valeur absolue est toujours positive. Donc si b de x est négatif, donc automatiquement il n'y aura pas de solution. Mais si b de x est positif, donc je tombe exactement pour la première, j'aurai finalement a de x égale b de x, ou bien a de x égale moins b de x, et ça marche très bien. J'ai donné un exemple ici, bien sûr. Donc normalement, si 1 moins x est négatif, strictement pas de solution, donc à ne pas discuter. Donc, on doit supposer que 1 moins x est strictement inférieur à 0. Donc, dans ce cas-là, on va dire que l'équation n'a pas de solution. Donc, obligatoirement, qu'il faut que 1 moins x soit strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que x est plus petit que 1. Et l'ensemble de solutions, bien sûr, de l'équation, elle est autre que l'ensemble de solutions. On verra ça pour la correction après, pour ne pas perdre de temps. On passe maintenant à la troisième. La troisième, donc, c'est une équation qui est simple. Là, ça exige automatiquement qu'A de x soit positif, B de x est positif aussi, les deux. Et finalement, A de x égale B de x, et c'est terminé. Donc voilà, je passe à la quatrième. La racine de A de x égale B de x, ça tombe aux yeux. Si B de x est négatif, pas de solution. Mais si B de x est positif, il suffit de faire le carré de celui-là, est égal au carré de celui-là, et c'est terminé. La cinquième, valence de a de x inférieur ou égal à b de x. Alors là, il s'agit d'une inéquation avec des valeurs absolues. Alors là, il faut se méfier. Attention, une valeur absolue est toujours positive. Donc, si b de x est inférieur à 0, pas de solution, c'est impossible, c'est normal. Parce que la valeur absolue est toujours positive, jamais négative. Donc, si b de x est négatif, pas de solution. Donc, il faut obligatoirement que b de x soit supérieur ou égal à 0. Et après, on fait tout simplement, on va de a de x plus petit que bx, signifie que a de x est comprise entre moins b de x et b de x. C'est une, si vous voulez, c'est une propriété qui est très connue dans le chapitre des valeurs absolues. Bien. Après la sixième, valence de a de x supérieur ou égal à b de x. Alors là, c'est largement différent que l'autre. Si b de x est inférieur ou égal à 0, je commence par inférieur ou égal à 0, inférieur strictement à 0, donc il est toujours réalisé. Il est toujours vérifié, c'est normal, parce qu'une valeur absolue est toujours positive, toujours supérieure à un nombre qui est strictement négatif. Donc, le second cas, si b de x, bien sûr, est positive, alors là, il faut passer par l'étape, bien sûr, a de x plus grand que b de x, ou bien a de x est plus petit que moins b de x, d'où bien sûr la méthode de la résolution. La septième, valeur absolue de a de x inférieure à la valeur de b de x, alors là, c'est simple. Là, ça pose vraiment des problèmes énormes, mais je préfère que vous fassiez ce qu'on appelle un tableau de signes. C'est-à-dire, je m'explique. Valeur absolue de a de x inférieure ou égale à valeur absolue de b de x, je transporte b de x de l'autre côté et j'aurai valeur absolue de a de x moins valeur absolue de b de x inférieure ou égale à 0. Et on va passer maintenant à l'étape de faire un tableau de telle sorte que on essaie d'enlever les symboles de valeur absolue. Et comme ça, j'aurai de très bons résultats. On verra ça, bien sûr, dans la correction de cet exercice-là. Bon, la huitième, là, il s'agit des racines carrées, là, c'est simple. Normalement, il faut que a de x soit supérieur à 0. B de x de même. Et après, on enlève les racines carrées, tout simplement. Voilà, c'est simple. Racine carrée de a de x inférieur à b de x. Alors là, on distingue deux cas. Si b de x est négatif, pas de solution. Mais si b de x est positif, je passe directement au carré. C'est-à-dire que a de x inférieur à b carré de x. Et ça marche très bien. La dixième et la dernière, bien sûr, c'est la même chose. Si b de x est inférieur à 0, elle est toujours réalisée parce qu'une racine carrée est toujours positive. Elle est toujours supérieure à un nombre qui est négatif. Donc ça marche très bien. Mais si b de x est supérieur ou égal à 0, donc normalement là, on va passer aussi au carré. Donc a de x, il sera supérieur ou égal à le carré de b de x. Et comme ça, j'aurai de très bons résultats. Voilà, donc concernant bien sûr la résolution des équations et des inéquations, normalement il faut s'exercer, il faut faire beaucoup d'exercices, comme ça on n'aura pas de problème bien sûr concernant ces chapitres-là. Bien,
Voilà, donc à la fin, bien sûr, là, je vous donne quelques exercices à chercher chez vous, bien sûr. Essayez de faire ça. Et je vais essayer, bien sûr, de faire une correction la prochaine fois, dans une autre capsule, bien sûr. Et je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez, si vous avez des remarques ou bien des suggestions, j'accepte vos suggestions. Je vous remercie et à la prochaine.